Nicolas Dessau qui nous parle de Daesh. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est l'émission Offensive Sonore jusqu'à 22h30. Daesh, l'État islamique, c'est quelque chose qui apparaît en Irak officiellement à partir de 2006, qui est simplement la fusion tactique de la branche irakienne d'Al-Qaïda et d'un certain nombre d'autres groupes qui viennent plutôt de l'islamo-nationalisme, qui viennent, pour être clair, de l'ancien parti Baas, qui, dans ces dernières années, c'est-à-dire dans les années entre les deux guerres du Golfe, s'est mué progressivement en un parti islamo-nationaliste plutôt que socialiste arabe tel qu'il était au départ. Donc, cette fusion, elle a des effets encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même si formellement, sur un certain nombre de points, l'État islamique reprend la rhétorique djihadiste, sur tout un tas d'aspects, il est dominé encore par des gens qui viennent directement de l'ancienne armée baassiste de Saddam Hussein, voire de l'état-major de Saddam Hussein. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est... c'est pas un groupe terroriste au sens classique, et c'est toujours dangereux de le classer comme ça, dans la mesure où c'est pas un petit groupe de personnes qui auraient commencé et puis qui auraient grandi dans leur coin. C'est directement des fractions de l'ancienne armée baassiste qui ont préparé leur campagne d'attentat avant même l'entrée des Américains sur le territoire irakien. Et le même scénario se répète d'une certaine façon en Syrie, où on a vu un certain nombre d'officiers baassistes, au moment où le régime était chancelant avec le printemps arabe, passer dans l'opposition, rentrer dans l'armée syrienne libre ou le Front al-Nosra, et puis finalement atterrir assez naturellement, d'une certaine façon, dans l'État islamique. Donc par certains aspects, même s'il reprend la rhétorique djihadiste qui lui vient d'Al-Qaïda, avec une vraie filiation par les groupes qui ont précédé Al-Qaïda en Irak, je peux en reparler, mais il y a aussi une filiation très importante à partir du parti Baas. Quelle est la proportion entre les gens issus de Al-Qaïda et les gens issus du parti Baas ? Aujourd'hui, quand on analyse la direction militaire de l'État islamique et même une bonne partie de sa direction civile, c'est l'affiliation avec le parti Baas qui me paraît la plus importante. Par contre, au niveau de la thématique, disons de la rhétorique, il y a beaucoup de thèmes qui sont passés qui ont fait une espèce de mélange entre les deux. Il y a eu, à partir de la première guerre du Golfe en 91, un recours croissant à l'islam et aux valeurs religieuses dans le baasisme, dans le baasisme irakien. Et en fait, il y a tout un tas de thèmes qui se sont retrouvés véhiculés dans l'État islamique, qui ont été réinterprétés à la sauce Al-Qaïda, mais qui finalement sont pas si différents que ça de ce que manipulait autrefois le parti Baas. Hein. Les exemples simples, c'est toute la rhétorique contre les juifs et les croisés, qui a l'air d'être celle formulée par Al-Qaïda, mais qui finalement est pas très très éloignée de la rhétorique anti-impérialiste et anti-sioniste qui pouvait être développée par les baasistes, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Leur conception d'un État total, voire d'un État totalitaire, elle est extrêmement proche. Et leur implantation territoriale qui nie les frontières existantes, finalement, pour moi, est pas si éloigné que ça du panarabisme. Dans les deux cas, il y a une volonté d'avoir un espace unifié plus important. Par contre, ce qui a disparu, c'est toute la rhétorique qui se voulait socialiste, etc., qui était socialiste, anti-impérialiste, qui était très à la mode quand il y avait l'Union soviétique et qui ne présente plus guère d'intérêt maintenant. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le parti Baas n'a pas été un parti laïque et anti-religieux. Alors, il a eu un certain nombre de périodes. C'est une longue histoire, le baasisme. D'abord, c'est une histoire, et c'est important aussi, qui est née dans la lutte armée. C'est-à-dire, le baasisme, ce sont des partis qui ont combiné de manière très efficace la lutte armée, en Irak notamment dirigée par Saddam Hussein quand il était jeune, et un mouvement de masse, un véritable mouvement de masse. C'était des partis extrêmement importants. À partir du moment où ils ont été au pouvoir,
ils ont composé avec la situation existante. Donc, le discours laïque, le discours socialiste, voire les tonalités gauchistes, par exemple, du baasisme syrien, ça a existé. Cela dit, par exemple, quand on regarde de près, la constitution syrienne prévoit expressément que le chef de l'État doit être musulman. Et quand on regarde les bases sur lesquelles s'est fondée la loi irakienne, pendant très longtemps, ça a été clairement explicite que l'islam était l'une des bases, même si ça n'était pas la seule, même s'il y avait une lutte avec le clergé qui a été permanente. Il n'y a jamais eu une véritable politique laïque au sens où on l'entend. Ça a plutôt été une politique de type communautariste, c'est-à-dire on a étiqueté les gens en fonction de leur appartenance ethnique ou religieuse. Et ça a joué un rôle très très fort dans le déclenchement de la guerre civile et dans le fonctionnement actuel de l'État islamique. C'est-à-dire que dans l'Irak baassiste, très clairement, le parti baas s'était identifié de plus en plus aux intérêts de la minorité sunnite contre la majorité chiite. Alors, minorité ou majorité qui sont parfois fantasmées, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas l'appartenance religieuse vécue par les gens, mais l'appartenance religieuse à laquelle ils ont été assignés, ce qui peut être très, très, très différent. Bon. Et les Américains avaient fondamentalement la même analyse. Quand ils sont arrivés en 2003, on a vu surgir tout un tas de cartes. On vous disait, là il y a des sunnites, là il y a des chiites, là il y a des Kurdes, et ainsi de suite. Plus toutes les minorités, les yézidis, les turkmènes, etc. Bon, quand on demande aux Irakiens, la plupart du temps, ils ne le vivaient pas réellement comme ça, surtout dans les grandes villes, parce que le voisin pouvait être chrétien, l'autre pouvait être sunnite, chiite, kurde, ou il pouvait y avoir tout ça en même temps dans la famille. On n'est pas dans un État qui était complètement divisé réellement. Par contre, l'analyse tendait à les diviser. Et c'est vrai que lorsque les Américains ont décidé de débaassiser en 2003, ils ont identifié baassistes et minorités sunnites. Résultat, les organisations armées qui sont présentées comme les défenseurs de la cause sunnite, ont pris de l'ampleur d'une certaine façon, dans la mesure où ils représentaient effectivement les intérêts de toute une couche de population qui se retrouvait soudainement évincée de postes administratifs, de facilités d'accès aux études, de postes d'officiers ou de sous-officiers, et ainsi de suite. Et en plus, ça s'est redoublé par le fait que dans la guerre Iran-Irak, les chiites, quoique théoriquement majoritaires, étaient toujours considérés comme une espèce de cinquième colonne à la solde de l'Iran, fondamentalement. Et lorsque les Américains ont mis en place au pouvoir les partis islamistes chiites, qui étaient d'ailleurs ceux que soutenait autrefois l'Iran, ils ont renforcé en fait cette division communautaire. Donc, on n'est pas du tout dans une idée de laïcité justement qui ferait un peu fi de toutes ces divisions. Au contraire, le baassisme les a renforcés. Les Américains ont remis une couche. Et aujourd'hui, l'État islamique peut se présenter à bon droit comme le défenseur des sunnites opprimés par les méchants chiites, puisqu'après tout, ce sont les partis chiites qui sont au pouvoir effectivement aujourd'hui en Irak. Le phénomène est un petit peu différent en Syrie dans la mesure où il y a la présence de la minorité alawite, mais fondamentalement on est dans le même type de fonctionnement où tout est catégorisé par une appartenance communautaire. Alors Hollande, dans son discours, a refusé d'utiliser le terme d'État. Souvent on considère Daesh comme un groupe terroriste et pas un État. Ça peut être les deux en même temps. La question c'est qu'est-ce qu'on va appeler un État ? Dans les définitions internationales, aujourd'hui, on tend à réserver cette appellation aux ceux qui sont reconnus par leur père, autrement dit, qui sont entrés à l'ONU, etc. C'est à peu près d'ailleurs le critère numéro 1. Si on est à l'ONU, on est un véritable État. Si on n'est pas un véritable État, on ne peut pas rentrer à l'ONU. Bon, cela dit, on est quand même face à quelque chose qui contrôle un territoire qui est à cheval entre la Syrie et l'Irak, certainement pas sur les zones les plus peuplées, mais qui est quand même aussi grand que l'un ou l'autre pays, qui a un gouvernement, qui émet des passeports, qui bat de la monnaie, qui a sa propre armée.
Bon, on peut toujours essayer d'expliquer que ça n'est pas un État, mais ça n'a pas grand sens. En réalité, ça a effectivement toutes les attributions classiques d'un État, sauf la reconnaissance internationale. Donc, ça devient de l'ordre du jeu de mots. Après, est-ce qu'un État ne peut pas être terroriste? Ben, justement, là encore, d'abord, les États occidentaux savent très bien le faire quand ils veulent. On en a l'expérience, mais surtout lorsqu'on est face aux anciens dirigeants baasistes syriens ou irakiens, c'est des gens qui ont une longue pratique de terrorisme d'État, non seulement face à leur propre population, mais comme méthode diplomatique. Dans les années 80, on ne compte pas le nombre d'affaires qui étaient, quand on remontait des réseaux terroristes, on arrivait directement sur l'État syrien, soit parce qu'il les avait formés, entraînés, soit directement parce que c'était ses propres services secrets. Donc opposer l'un et l'autre, à mon avis, c'est assez stérile en fait. Ça ne permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer, ni justement toute cette filiation historique. Alors, est-ce que la population soutient les partis où Daesh est implanté, ou est-ce que c'est une population qui vit sous la terreur? Alors, c'est assez difficile à savoir. Pour le coup, on est face au même problème qui a existé avec les talibans en Afghanistan, c'est-à-dire que on ne peut pas envoyer tranquillement des journalistes qui iraient faire un tour en ville et dire ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est face à un État totalitaire qui en plus est extrêmement fermé à l'extérieur. Alors fermé pas à n'importe qui, puisqu'il laisse venir des troupes régulièrement, des soutiens, etc. C'est l'autre aspect de la chose, et c'est ce qui en fait un État un peu particulier. Mais on n'a pas, honnêtement, les idées très claires sur l'adhésion de la population lambda. Par contre, on a un certain nombre de témoignages. D'abord, il y a tous les réfugiés qui fuient les zones contrôlées par Daesh. Il ne fuit pas que les zones contrôlées par Daesh, il fuit aussi les zones contrôlées par le régime de Bachar el-Assad, etc. Mais on sait qu'il y a eu des massacres commis contre un certain nombre de minorités. On sait qu'il y a effectivement une dégradation extrêmement rapide des droits des femmes. C'était déjà pas fameux dans un certain nombre de zones, mais là, on touche au fond. Et tout ce qui a été dit par rapport notamment à l'esclavage sexuel, etc., là, on a des témoignages extrêmement précis de femmes qui ont réussi à s'évader, qui sont prises en charge par nos camarades de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak, et qui attestent que c'est bien ce qui est en train de se passer. Donc, visiblement, déjà pour la moitié de la population, oui, c'est l'horreur. Après, si l'État islamique utilise justement toute sa propagande religieuse, s'il la déploie de cette manière, c'est aussi parce qu'elle est efficace. Il ne faut pas le nier non plus. Et elle est efficace auprès d'une population, c'est-à-dire d'abord effectivement ce qui est leur credo depuis des années dans la guerre civile. Ils se présentent comme défenseurs des populations sunnites, et surtout défenseur de l'honneur des mâles. Et ça, c'est un véritable enjeu, d'autant plus que les questions d'égalité homme-femme, elles sont posées au Moyen-Orient, et elles sont posées non seulement par l'existence de groupes féministes, avec lesquels les islamistes locaux ont une histoire longue, sanglante et conflictuelle. Il faut rappeler que parmi les groupes qui ont donné naissance à Al-Qaïda, il y a des groupes islamistes kurdes qui ont pratiqué des attentats contre des camarades d'organisations féministes, notamment l'organisation des femmes indépendantes au Kurdistan. Donc, mais elle est posée aussi à travers toute la société. C'est un exemple que je prends souvent, je l'ai écrit, je l'ai dit dans un certain nombre de conférences ou de réunions publiques, mais je crois que c'est important parce qu'on n'y pense pas toujours. Au Moyen-Orient, il y a des télévisions absolument partout, il y a des chaînes satellites absolument partout, et on peut capter des émissions qui viennent soit d'Égypte ou d'autres pays du Moyen-Orient, soit qui sont envoyées depuis les États-Unis dans toutes les langues locales. Il y a des télékurdes qui émettent depuis la Californie, par exemple.
Donc, et on y voit des films ou des séries américaines, des clips, etc., dans lesquels le mode de vie des femmes est résolument différent que ce qu'il est au Moyen-Orient. Et on peut les juger ici comme étant plein de clichés sexistes, etc. N'empêche que quand il y a un film ou même un clip où une femme peut se sortir dans la rue habillée comme elle en a envie, qu'elle choisit son petit ami, que sa famille a pas grand chose à dire sur le sujet et ainsi de suite, ben, ça fait une vraie différence vu d'une jeune fille du Moyen-Orient. Et ça diffuse une forme particulière de féminisme de manière extrêmement forte à laquelle les femmes répondent, notamment les jeunes filles. Et du coup, le discours radical de l'État islamique pour dire on va remettre les femmes à la maison, on va les sortir complètement de l'espace public, on va les replacer intégralement sous la domination de leur famille, ben oui, ça parle aux hommes. Donc, ils peuvent trouver du soutien. Et visiblement, il ne faut pas le nier, hélas, ils ont une forme de soutien. Après, là encore, je dis, c'est toujours difficile à évaluer de manière précise. D'abord, on sait qu'il y a eu des émeutes, qu'il y a eu des manifestations, qu'il y a eu des protestations contre les crimes de Daesh. Mais bon, quand vous êtes face à une bande de gus avec des kalachnikovs, avec des armes lourdes, qui vous disent non, ça se passe comme ça, ben, ça a tendance à se passer comme ça. C'est pas si simple que ça de résister quand on est à l'intérieur de la zone. Alors, est-ce que Daesh est en train de s'agrandir, est en expansion, ou est-ce que, au contraire, ils sont affaiblis? On entend un peu tout et son contraire. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup d'analyses divergentes sur le sujet. Je me garderai de me prononcer parce que ça bouge quasiment de jour en jour. Et puis là, ils commencent à avoir affaire à forte partie. Jusque-là, ils avaient une relative tranquillité. L'armée irakienne s'était dérobée devant eux. Le régime syrien est plus occupé à se battre avec les groupes hors de l'État islamique qui sont plus sur ces terres. Et la principale résistance, c'était les toutes petites poches contrôlées par les YPG dans le nord, à la frontière turque. Donc, ils avaient de l'espace. Et puis aussi, ils sont malgré tout limités dans l'espace par le fait qu'ils se présentent effectivement comme défenseurs des sunnites. Là où les sunnites cessent d'être majoritaires, c'est plus compliqué pour eux parce que justement, la capacité de séduction de leur discours sur au moins une partie de la population ne fonctionnera pas aussi bien. Ce qui fait dire à certains effectivement que ils ont déjà atteint en fait leur limite maximale. Et il y a visiblement des analyses qui montrent qu'il y a des divergences importantes sur la tactique à tenir. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer de s'étendre ou est-ce qu'il faut stabiliser la zone qui tienne? Est-ce qu'il faut mieux l'organiser? On sait qu'ils ont remis en place complètement l'administration en s'appuyant sur l'administration existante. C'est-à-dire qu'ils ont grosso modo maintenu les fonctionnaires en place, mais en les intégrant dans leur propre système. Ils ont simplement posé là-dessus une superstructure gouvernementale avec des gouverneurs, etc. etc. Et puis, justement, il y a la question des attentats à l'extérieur. Bon, j'ai vu passer aussi un certain nombre d'analyses disant que c'était pas forcément du goût de tout le monde, que certains voyaient ça un peu comme un aventurisme dangereux qui allait leur attirer des ennuis, alors que finalement, ils pourraient stabiliser leur contrôle sur leur zone. Donc, difficile à dire au jour le jour. En tout cas, aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à une situation un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs puissances qui sont volontaires pour leur envoyer des bombardiers. Par contre, il n'y a personne qui veut descendre au sol, ni même armer ceux qui sont au sol, c'est-à-dire les forces kurdes et les forces qui leur sont alliées, notamment en Syrie. Donc,
la situation, pour l'instant, elle est vraiment pleine de paradoxes. On va parler du Kurdistan, sans rentrer dans les détails. Voilà, le Kurdistan qui est en lutte contre Daesh, lutte militaire. Il y a eu peu d'aide de la Turquie, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a même voilà, un rôle ambivalent. Est-ce que les récentes positions et reglissements de stratégie vont faire que la Turquie va être plus sévère et va enfin combattre Daesh? Moi, je ne crois pas. Il faut imaginer la situation en Turquie. Pendant très longtemps, c'était un État où l'armée était au premier plan. Avait un pouvoir énorme. Elle en a malgré tout perdu un peu depuis qu'Erdogan est arrivé au pouvoir. Et Erdogan est arrivé sur une idéologie islamiste qui est très différente de l'idéologie kémaliste qui dominait l'armée. Il y a eu une espèce d'accord entre les deux, même si ça a été étendu par moments, mais d'accord sur la base justement de bon, ok, on vous laisse faire ce que vous voulez au gouvernement, vous nous laissez faire ce qu'on veut face à nos ennemis qui sont les Kurdes et notamment le PKK. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, n'importe quel officier d'état-major et même n'importe quel officier turc, sa guerre, son unique guerre depuis le début de sa carrière, c'est contre le PKK. Ils n'ont fait que ça. C'est-à-dire si quelqu'un qui a commencé dans les années 80 ou même 90, il s'est toujours battu contre le PKK et c'est son ennemi principal. Bon, à partir de là, leur analyse a été assez simple. C'était l'État islamique, pas de problème puisqu'ils se battent contre le PKK. Et on a bien vu comment ça a fonctionné, même si de temps en temps les Américains ont dû tirer un peu les oreilles aux Turcs, mais par exemple dans la bataille de Kobané, les Turcs qui voulaient aller se battre pour défendre Kobané, c'est notamment des militants d'extrême gauche, marxistes-léninistes ou anarchistes, eh bien on les empêchait de passer. Par contre, les blessés de l'État islamique, lorsqu'ils se repliaient, pouvaient bénéficier des hôpitaux en Turquie. Donc c'est une alliance anti-PKK. Ils ont un ennemi commun. Alors, entre l'armée et l'État islamique, pas particulièrement. Entre le régime d'Erdogan et l'État islamique, ils ont un style très différent, ils ont quand même une base politique commune, hein, il ne faut pas l'ignorer, ils sont moins loin, ils sont pas moins loin que par rapport à des partis démocratiques classiques. Imaginez effectivement qu'on ait en France le Front National au pouvoir, je ne le souhaite pas, mais bon, voilà. Il ne se sentirait finalement pas si loin de régimes d'extrême droite, même s'ils se basent sur une idéologie différente de la leur. On est un peu dans ce cas de figure. Donc c'est ça le truc. Et effectivement, globalement, la politique de la Turquie, elle a été orientée là-dessus. De la même manière que la politique de la Russie, c'est visiblement... même s'ils ont un vieux contentieux avec les islamistes, hein, mais c'est visiblement venir en soutien du régime de Bachar el-Assad en allant bombarder sur les côtes les groupes qui sont les plus proches des positions des bacharistes, et finalement l'État islamique qui est plus loin, pour l'instant ils s'en sont pas occupés. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne le feront pas, parce que s'ils viennent effectivement au soutien de Bachar el-Assad, lui ce qu'il veut c'est récupérer l'intégralité de la Syrie. Donc c'est pas dit qu'ils ne les affrontent pas, mais pour l'instant, ça n'a pas été leur priorité. Et c'est ça qui est très compliqué dans ce système du conflit au Moyen-Orient, c'est qu'il n'y a pas deux camps qui s'affrontent, il y a 6, 8, 10 camps qui ont tous des intérêts différents, qui sont tous en train de jouer leur carte. Donc c'est la Turquie, c'est l'Iran, c'est la Syrie, c'est le gouvernement autonome du Kurdistan, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. Enfin,
tout le monde plus évidemment les Russes, les Américains, tout le monde a un intérêt dans l'affaire et essaie de placer ses billes en gênant son adversaire principal. Bon, c'est pas un jeu à 2, c'est un jeu à 6, 8, 10. Il y a aussi une chose qui n'est pas forcément évidente à faire comprendre, c'est qu'il y a plusieurs... Il y a des enjeux internationaux et des impérialistes qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément des États-Unis. Voilà, je pensais par exemple à tout ce qui est l'alliance russe Bachar el-Assad Iran. Voilà, est-ce que c'est aussi que ton analyse? Pour tout un tas de raisons, je raisonne rarement en termes d'impérialisme. Je pense que ça a fini par brouiller les questions plus qu'autre chose, parce qu'on a l'impression qu'on parle tous de la même chose et en fait on parle de choses différentes. Comme il n'y a pas une définition qui est toujours très très claire de ce qu'on parle quand on parle d'impérialisme, et il y a beaucoup d'implicites. Bon, en général, en réalité, c'est les textes de Lénine qui font foi sur le sujet, mais c'est toujours un peu curieux quand ils sont manipulés par des anarchistes qui, a priori, se réfèrent pas spécialement à Lénine. Donc, voilà, moi, je pense surtout, il y a un peu une tendance qui me paraît problématique, qui consiste à justement analyser ça essentiellement en termes de jeu des impérialismes et à oublier les acteurs locaux. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour rappeler que justement l'État islamique, c'est bien un État et c'est bien l'expression des intérêts d'une classe sociale, c'est-à-dire les dirigeants baasistes, petits et grands, exclus en Irak, et ceux qui ont tablé sur la chute de Bachar el-Assad en Syrie et puis qui sont plantés. Donc, là, il y a une vraie cohésion et c'est un État qui fonctionne effectivement sur la base d'une classe sociale. Et après, parce qu'ils ont cette existence de classe, ils peuvent nouer des alliances. Et là, on rentre effectivement dans des jeux des jeux de contrôle, des jeux d'influence, où chacun essaie de maintenir sa puissance pour ce qui est des États-Unis ou de la restaurer. La Russie, qui aimerait visiblement bien restaurer sa puissance du milieu du XXe siècle. L'Iran, qui a jadis été une immense puissance commerciale à l'échelle mondiale, et qui reste une puissance régionale, mais qui aimerait bien reprendre son rang. C'est quand même un pays qui envoie des fusées dans l'espace, ainsi de suite. C'est pas voilà. Et surtout, c'est un jeu à plusieurs camps. Pour les gens qui ont l'habitude des jeux, j'en fais partie. On n'est pas dans un jeu de type échec où on est l'un contre l'autre. On est plutôt dans un jeu de type diplomatie où on peut être à 7, à 12, à 20, à 30. Camps qui sont tous opposés. Alors effectivement, on noue des alliances à un moment donné, on garde en tête la façon dont le terrain va se diviser à la fin, mais on joue pas un contre un. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, sinon on finit par tout simplifier, effectivement, à ne plus voir toute cette galerie de nuances, de qui soutient qui. Parce qu'en plus, on peut avoir des cas de figure où, là c'est le cas, les États-Unis sont contre l'État islamique, l'État islamique est allié avec la Turquie, et les États-Unis sont alliés avec la Turquie. Bon, voilà, on est confronté à ce type de choses. Si on simplifie trop, on n'y comprend plus rien. Avait annoncé via ses idéologues qu'ils allaient frapper l'Europe, que c'était le ventre mou de l'Occident, et donc voilà, cette stratégie était prévue de longue date. Oui, mais de toute façon, c'est la suite, pour le coup, d'une longue histoire, à la fois, comme je le disais, du côté des anciens baasistes, la continuation d'une pratique qu'ils avaient déjà de mener leur diplomatie à coups d'attentats en Europe, donc c'est pas nouveau, et toute une généalogie dans Al-Qaïda, puisqu'il y a quand même cette composante djihadiste qui est très forte, qui a structuré l'idéologie, et effectivement,
qui se fondent sur la pratique d'attentats menés dans les pays occidentaux, avec quand même, et ça c'est très important, une source de recrutement qui est très forte. Mais du coup, pour continuer à recruter, ils perdent beaucoup de monde à chaque bombardement. Et puis les bombardements sont quand même ciblés sur des camps d'entraînement, sur des endroits où ils sont regroupés. Donc ils ont perdu beaucoup de monde, et pour l'instant le solde est toujours positif, c'est-à-dire qu'ils ont plus de nouveaux combattants qui arrivent que de combattants qui sont dézingués par les bombes. Donc pour ça, il faut qu'ils se maintiennent en permanence à l'offensive, y compris en Occident, de manière à continuer de susciter des adhésions. Alors évidemment, c'est là où ils se retrouvent confrontés à une contradiction qui a été soulignée récemment un certain nombre de fois, c'est-à-dire qu'il faut à la fois consolider leur place comme État dans leurs limites territoriales, et en même temps mener des attentats pour montrer qu'ils ont une force de frappe. En plus de ça, ils ont quand même tout un réseau, et ça c'est aussi un héritage d'Al-Qaïda, tout un réseau d'organisations qui se sont affiliées à l'État islamique, notamment en Afrique, mais aussi dans un certain nombre de pays d'Asie, et qui sont, pour certains, dans des pratiques terroristes plus classiques, dans d'autres, dans des systèmes déjà para-étatiques. Donc pour le coup, il y a tout le spectre des possibles existe. Et il faut aussi gérer cette composante-là. Alors, par rapport à ces attentats, les attentats de Paris, il y a plusieurs... est-ce qu'il y a une stratégie qui est claire? Il y a plusieurs analyses. Il y a le simple analyse, c'est forcer la France à sortir de la guerre en Syrie. Alors après, des analyses qui disent que c'est pour polariser la France, déclencher une guerre civile. Est-ce qu'il y a une stratégie? Ils peuvent avoir une stratégie, et cette stratégie avoir des contradictions. C'est ça, dire d'une certaine façon, tout État, toute armée un peu structurée va l'avoir, parce que justement, elle doit faire face à plusieurs théâtres d'opération, plusieurs armées, et la vision de l'officier qui est au sol, qui est en train de mener le combat, par exemple face aux forces kurdes à Kobané, n'est pas forcément la même que celui qui s'occupe justement des réseaux à l'extérieur. À partir d'une certaine taille, ça se joue à coup de chacun pousse dans son sens, chacun affiche ses priorités. Il y a sans doute des gens qui arbitrent entre tout ça, mais l'arbitrage entre tout ça, ça peut être de les laisser faire de tous les côtés. On est quand même face à des organisations extrêmement complexes avec des dizaines de milliers de personnes et un budget qui est effectivement le budget d'un État. Parce qu'ils ont des ressources qui sont faramineuses. Même si les choix qui sont faits en matière de terrorisme sont des choix extrêmement peu coûteux. Et avec des systèmes qui, là encore, sont hérités d'Al-Qaïda, c'est-à-dire des cellules qui sont autosuffisantes au niveau financier, qui fonctionnent avec des moyens qui sont quelquefois ridicules. On a vu dans les préparatifs des attentats précédents, entre ceux qui font du trafic de baskets volées, ceux qui font des prêts à la consommation, on est sur des opérations qui coûtent presque rien. On le voit à chaque fois. Le matériel n'est pas spécialement ni compliqué à trouver, ni extrêmement cher. De toute façon, il prévoit de se faire sauter, donc finalement, le besoin en planque, en moyens de rester à l'abri, etc., les filières pour se retirer sont assez limitées. Donc, j'ai parlé dans un texte de terrorisme low cost, il y a quelque chose comme ça. Ils ont réduit au minimum les frais. Cela dit, ils peuvent aussi déployer des choses plus sophistiquées, mais on est quand même assez loin pour le coup de la pratique d'Al-Qaïda, qui faisait des opérations beaucoup plus complexes, beaucoup plus coûteuses. Le 11 septembre, c'était vraiment
quelque chose d'extrêmement complexe préparé sur des années. Là, on a l'impression qu'il y a quand même un peu d'amateurisme, mais d'amateurisme bien contrôlé. Donc, après tout, voilà, il y a un... C'est extrêmement efficace parce que voilà, tirer au hasard dans la rue, sans cibler des victimes en particulier, c'est semer un maximum de terreur pour un coût minimal. Alors après, guerre civile, pas guerre civile, il y a une chose qui est sûre, c'est que la stratégie qu'ils ont employée en Irak, c'était effectivement celle-là. On fait des attentats, ils pratiquaient des attentats anti-chiites notamment, ce qui a provoqué aussi des attaques de milices anti-sunnites. Donc il y a eu une expansion de la guerre civile à ce niveau-là absolument délirante, hein, puisque en plus, quand on parle de sunnite ou de chiite, ça n'a pas forcément de rapport avec la pratique religieuse. Être chiite, ça peut s'appeler Ali, ça peut être un signe qu'on est chiite, puisque c'est le nom du fondateur. Donc Ali, il n'a pas besoin d'être un chiite pratiquant, il peut être athée, mais il sera quand même catalogué comme chiite. Donc on va se retrouver dans ce type de situation. Et ça, visiblement, il y a quand même une idée un peu comme ça de plus on tend les relations entre les personnes en les identifiant à des communautés, eh bien, plus finalement on se pose comme les véritables défenseurs d'une communauté qui devient le foyer de recrutement. Alors, ça marche qu'à moitié. Parce que ce qui a fonctionné relativement bien en Irak fonctionne pas nécessairement ici. On le voit puisqu'une bonne partie des candidats aux attentats, soit sont déconvertis, donc ne sont pas fait spécialement intégrés dans une communauté à la base, ou alors ont développé directement un islam radical orienté par l'État islamique, sans passer par une pratique classique et celle de mes voisins ou des habitants de mon quartier, si je puis dire, du musulman de base qui va à la mosquée et puis c'est tout. Mais il y a quand même cette idée. Ça avait été assez bien montré dans le film qui, curieusement, n'a pas été un grand succès, La Désintégration, qui était en plus sorti quelques jours avant les meurtres à Toulouse, ou quelques semaines, où il montrait bien justement cette opposition entre des jeunes qui d'un seul coup passaient d'une vie relativement dissolue mais sans trop d'espoir à un islam radical, qui se retrouvaient en fait confrontés à l'islam plus classique de leur famille, pour ceux qui étaient de famille musulmane, qui leur disaient mais qu'est-ce que c'est ça, ça n'a rien à voir avec l'islam ton truc, et avec un discours qui était clairement tu es rejeté par la société parce que tu es arabe, mais très vite ça se transformait en parce que tu es musulman, en s'adressant à des personnes qui ne l'étaient pas en réalité, et de les amener sur cette position défensive, en disant finalement le seul véritable islam c'est l'islam radical, et c'est de cette manière-là que tu vas être véritablement toi-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça, très essentialiste dans leur discours. Le film le montrait bien, et ça correspond assez bien au récit qu'on a de gens qui sont rentrés dans ces réseaux-là, ou au récit des prisonniers, des gens qui ont été... Et ça fait d'ailleurs une différence, là encore, avec le recrutement d'Al-Qaïda, qui était de beaucoup plus haut niveau. Aujourd'hui, on a effectivement un recrutement de gens qui peuvent être dans les classes moyennes ou dans des classes populaires.
on n'a pas le recrutement top level d'Al-Qaïda qui allait chercher dans les écoles d'ingénieurs. Et y compris mal formés au niveau religieux, quoi. Non, au niveau religieux, ils sont nullissimes. C'est ce qui frappe à chaque fois les gens qui connaissent un petit peu en disant mais ils n'y connaissent rien, ils répètent quelques formules toutes faites et leur niveau théologique est épouvantable. Alors après, une question un peu délicate, voilà, en tant que militant révolutionnaire, anarchiste, communiste, qu'est-ce qu'on doit faire en fait, qu'est-ce qu'on doit appuyer comme position, sachant que voilà des Syriens qui étaient à Paris, même avec des positions voilà pro-kurde, voilà pour la démocratie, n'étaient pas forcément opposés aux frappes militaires. Donc voilà, c'est un peu compliqué et on se demande parfois aussi si ça a vraiment un intérêt d'avoir une position ferme sur ce type de sujet. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'ai pas une position extrêmement tranchée non plus, justement parce que ça fait maintenant 13 ans que je suis en contact avec des camarades au Moyen-Orient, en Irak, en Iran. Je suis l'actualité de plus ou moins près parce que ce n'est pas mon unique activité militante, mais je vois un peu la complexité justement des débats et des positions. Moi, ce qui me paraît important à nos échelles, c'est déjà que nos camarades sur place, ceux qu'on connaît, dont on connaît les positions depuis longtemps et dont on connaît l'activité sociale, eh bien, on les défende. C'est une première chose, c'est ce que j'ai dit et répété pendant toute la guerre en Irak depuis qu'elle a commencé. C'est ces camarades qui se battent dans les luttes sociales, dans les luttes féministes, qui se battent justement pour créer un espace de laïcité où on sorte des clivages ethnico-religieux, eh ben, ils méritent notre soutien. Et le soutien, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est pas juste dire ah ouais c'est bien ce qu'ils font. C'est aussi organiser des événements pour récolter de la thune et le renvoyer. Parce que ça, c'est réellement utile. C'est quelque chose qui change les choses. Je parlais tout à l'heure de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak. Quand elles accueillent les femmes qui se sont retrouvées dans les bordels militaires de l'État islamique, je vous laisse imaginer dans quels états elles arrivent, le soutien dont elles ont besoin. Envoyer de l'argent, ça a du sens parce que ça sert directement parce qu'il faut nourrir les gens, il faut les loger, il faut les protéger et ainsi de suite. Bon. Aujourd'hui, c'est greffé une deuxième question qui est une question d'ordre purement militaire. Et c'est vrai qu'on a tendance à être ambivalent sur ces questions-là. Mais il y a la question de comment, concrètement, on peut résister à l'État islamique. Comment on peut créer des espaces qui ne sont pas contrôlés. Est-ce qu'on a une chance de le battre ? Sur le terrain, il n'y a pas photo. Pour l'instant, c'est les YPG qui organisent ça. Alors, moi, j'ai pas du tout une vision idyllique des YPG. Je n'ai pas une sympathie excessive pour le. Donc, c'est les forces armées liées au PKK en Syrie. Il y a toute une littérature pour expliquer que c'est une nouvelle révolution socialiste, que c'est la nouvelle Espagne de 36, etc. Bon, j'ai regardé les textes, les pratiques, etc. Il y a des choses qui sont justes, c'est-à-dire ils ont mis en place une loi sur l'égalité hommes-femmes. Il y a un fonctionnement relativement démocratique, même si c'est une démocratie très contrôlée par le parti. Il y a un discours inspiré de celui de Tchalan, donc le leader prisonnier du PKK, qui est lui-même très proche des thèses du municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Donc il y a une ambiance effectivement qu'on peut trouver proche des libertaires. En même temps, on sent bien dans un certain nombre de points un vieil héritage stalinien, marxiste-léniniste, avec des vieilles accointances avec le régime baathiste, avec un regard attendri sur la Russie, et ainsi de suite. C'est complexe. Simplement, très clairement, on a que ça sous la main.
Ce sont des gens qui défendent effectivement un certain nombre de valeurs et surtout qui sont très clairs sur la question de l'égalité homme-femme, beaucoup plus à mon sens que tout un tas de vieilles luttes de libération nationale qui en parlaient beaucoup mais qui l'appliquaient peu. Donc, et comme c'est la donnée essentielle, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de combattre, c'est effectivement le patriarcat à l'état brut, ça a du sens de les soutenir. Je ne crois pas simplement qu'il faille, pour ça, on soit obligé d'adhérer à un discours qui serait un peu idyllique vis-à-vis des réalisations des YPG et du PKK, et encore moins de croire qu'on puisse créer le socialisme à partir de la petite zone libérée qui contrôle. Je rappelle que Kobané, ça fait à peu près la taille de Châtellerault. Hein. Donc si on disait qu'on va faire le socialisme Châtellerault, bon, je serais content, mais j'y croirais pas. Donc, je pense qu'il faut y aller sans illusion, mais il faut les soutenir. Et notamment, là, il y a des choses qui sont possibles. D'abord, leur envoyer, là encore, des soutiens financiers. Il y a des réseaux qui fonctionnent très bien pour ça, qui sont faciles à trouver. Se battre pour que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes par l'Union européenne, ça paraît bête, mais quand même, pour l'instant, voilà, l'organisation qui est en train de résister à l'État islamique est considérée comme terroriste et ça a des conséquences. C'est-à-dire que ces militants dans certains pays sont face à la justice et même on a un certain nombre de cas en Espagne, en Angleterre, de jeunes gens qui sont partis se battre. Alors soit des gens de familles d'origine kurde, soit absolument pas. Il y a eu des marxistes-léninistes espagnols qui sont partis se battre là-bas. Quand ils reviennent, ils sont accueillis par la police et ils se retrouvent en procès. Alors que les gens qui ont été se battre contre l'État islamique devraient quand même être accueillis avec un minimum de décence. Je ne vais pas dire qu'il faut en faire des héros, mais ils ont besoin de notre respect et de notre soutien. Donc on peut se battre sur ces terrains-là et déjà faire un certain nombre de choses, je crois. Après, la question des frappes, là aussi, il faut écouter ceux qui se battent sur place. Or, ceux qui se battent sur place, depuis longtemps, ils disent les frappes nous aident. C'est pas agréable à entendre, hein, mais ils le disent très clairement. Ils disent tant qu'il y a des frappes aériennes, eh bien, ça interdit à l'État islamique de concentrer trop ses forces, ça lui inflige des dommages réels, et donc, pour nous, c'est un soutien. Par contre, ils l'ont dit depuis 1 an et demi, ce qui leur manque, c'est un certain nombre d'armements, pas tellement les munitions, parce que ça, sur le marché international, ça se trouve facilement, mais des armements qui sont plus contrôlés, notamment les armements anti-chars. L'État islamique a des chars, ils n'en ont pas, mais ils n'ont pas non plus beaucoup de matériel capable de percer les blindages de chars. Donc là, on est dans des considérations purement tactiques, c'est-à-dire ils ont besoin, effectivement, d'un certain nombre de matériels militaires que les puissances occidentales pourraient leur octroyer et ne le font pas. Ne le font pas, visiblement, parce qu'ils n'ont pas très envie d'avoir, malgré tout, une organisation d'extrême gauche qui se crée une zone à leur dépens dans le secteur. Ils voient bien le bordel que ça peut foutre. Et puis, ils ne veulent visiblement pas fâcher la Turquie. Ça reste quand même un enjeu central. Il faut toujours maintenir l'équilibre. On n'aime pas Erdogan, mais on aimerait bien que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Voilà, il y a aussi un jeu à ce niveau-là. Il y a aussi le fait d'envoyer des armes à droite à gauche, des armes, notamment les armes anti-chars. Ça me fait penser un peu à ce qui s'était passé en Afghanistan, où on fait des apprentis sorciers. Après, on ne sait pas ce que ça donne des années plus tard. Bien sûr, ils n'y tiennent pas, mais ça peut être des questions à poser dans la manière d'intervenir par rapport à ça. Je crois pas que le réflexe pavlovien de l'extrême gauche qui consiste à dire non on frappe soit particulièrement sain dans ce cas de figure quand justement il y a des camarades qui sont partis sur place. Y compris, je dis, tout un tas de militants d'extrême gauche venus de Turquie, venus d'Espagne, venus d'Angleterre, du Canada, d'Allemagne, etc. Il faut quand même écouter ce qu'ils racontent. Ça ne veut pas dire qu'il faut, là encore, suivre aveuglément ce qu'ils sont en train de dire, mais
ça mérite réflexion. Par contre, on connaît les défauts les défauts des frappes. Là, celles qui ont eu à Raqqa, la population civile morfle toujours. Et on peut encore essayer de se retrancher en disant c'est la guerre, c'est la victoire qui compte, nanana, nanana. Sauf que là encore, comme j'ai dit tout à l'heure, les puissances occidentales ne sont visiblement pas pressées d'envoyer des soldats au sol. C'est ce qu'elles craignent le plus. Se retrouver justement effectivement dans la situation d'un nouvel Afghanistan, encore que le terrain n'est pas du tout le même. Ils ont lâché le terrain irakien pour ce qui est des Américains, même s'ils ont encore quelques hommes sur place, mais ils ont visiblement pas très très envie de renvoyer des combattants au sol. Et la guerre moderne ne se règle pas uniquement à partir d'avions. Donc mais là, on se retrouve face à un dilemme, c'est-à-dire on connaît aussi le résultat. La présence des Américains en Irak, ça a foutu un bordel monstre. D'abord, ce sont des cibles rêvées des islamistes, parce que eux, ce qu'ils réclament, c'est qu'on leur envoie des Américains. Ils veulent leur faire la guerre. Donc, et les relations avec les populations civiles sont très complexes, parce qu'ils s'y prennent mal, honnêtement. Moi, je me souviens très bien pour l'Irak, la première réaction, celle qui ressortait systématiquement dans les interviews, pas forcément uniquement des militants, mais gens qui étaient interviewés dans la rue, qui disaient bon, les Américains, on les aime pas parce qu'ils nous ont bombardés, mais ils nous ont libérés de Saddam Hussein, on verra bien. Bon, et puis après les épisodes d'Abu Ghraib et compagnie, l'hostilité a été de plus en plus forte. Justement, ça n'était pas forcément les grands discours anti-impérialistes, etc. C'était basé sur l'expérience concrète, c'est-à-dire là où il y a des soldats américains dans les quartiers, ça explose de partout, donc c'est dangereux. Leur comportement avec la population civile est abominable. Et certains disaient, mais qu'on nous envoie des Anglais, des Italiens, eux ils sont sympas. Bon, alors là encore, on est très très loin des considérations classiques de l'anti-impérialisme, mais on est dans quelque chose d'extrêmement réaliste. C'est-à-dire des gens qui nous disaient, puisqu'on est au milieu de la guerre civile, c'est bien qu'il y ait des soldats qui viennent s'interposer, mais pas n'importe lesquels. Après, on est aussi un peu dans la recherche de qui a provoqué ça, qui était à l'origine des choses. Voilà, on parle de l'invasion américaine. On peut revenir un peu plus en arrière avec l'invasion, la colonisation des Européens, sans forcément regarder la réalité, être pragmatique par rapport à la situation actuelle. Je vais poser une question qui va paraître n'avoir aucun rapport, mais c'était qui les premiers au Canada? C'était les Paléo-Indiens ou les Paléo-Inuits? À qui on va attribuer les terres? Si on remonte dans le passé, au bout d'un moment, tout le monde a envahi tout le monde, et ça finit par ne plus avoir de sens. Oui, il y a des tas de choses qui ont été faites. La Syrie a été sous mandat colonial français. Toutes les puissances occidentales sont intervenues à un moment ou à un autre dans les affaires du Moyen-Orient. On en a des manuels d'histoire entiers pour nous l'expliquer. C'est pas un problème. On sait tout ça. Maintenant, si on est en permanence dans la recherche de c'est lui qui a commencé, alors que ce sont des histoires qui sont déroulées du temps de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, on va pas s'en sortir. Il y a des tas de situations où justement, à un moment, on se dit ok, on est capable de faire la paix. Alors, bien sûr, la puissance économique des États occidentaux leur donne un rôle particulier dans l'affaire, et il faut justement on dénonçait systématiquement les hypocrisies, c'est-à-dire les gens qui pleurent contre la guerre en vendant des armes, ou qui pleurent contre l'État islamique en lui achetant du pétrole. Là, il y a des vraies hypocrisies, mais à un moment, il faut faire des choix. Et pour moi, ce qui va orienter la question, alors c'est mon côté marxiste old school, mais c'est qu'est-ce qui préserve le mieux les chances pour le mouvement social, pour le mouvement féministe, de pouvoir redémarrer dans des conditions à peu près normales à un moment donné.
c'est certainement pas avec l'État islamique. Là, l'État islamique, on est dans la réaction à l'État brut. On le sait, c'est-à-dire effectivement, là où il y a des grèves, c'est le massacre. Pour les féministes ou même simplement pour les femmes qui travaillent dans l'espace public, c'est la mort. Donc, on est dans la réaction totale. À partir de ce moment-là, il faut regarder ailleurs. C'est pour ça que je regarde ce que fait le PKK. Je suis méfiant parce que je crains la question de ni plus ni moins du parti unique. Même sous, je veux dire, certes, il y a des conseils communaux, etc., etc. Il y a visiblement des coopératives et ainsi de suite. Mais il y a quand même des formes d'État central, même s'ils le dénoncent, qui sont guidées par le parti. Je le comprends parfaitement dans la situation, mais on a suffisamment d'expérience pour être méfiant là-dessus. Donc je sais qu'il faut y aller sans illusion. Simplement, on préserve mieux les possibilités du mouvement social par la suite dans ces conditions-là qu'en soutenant un certain nombre des autres acteurs. Et c'est vrai que la situation à la fin de la guerre, donc on la verra bientôt, mais ne sera pas la même s'il y a une puissance de gauche qui a émergé et notamment qui a montré que l'égalité homme-femme pouvait l'emporter sur la réaction patriarcale, que si c'est la réaction patriarcale qui l'emporte. C'est ce type de choix auquel on va être amené. Et du coup, la guéguerre de c'est pas moi, c'est lui qui a commencé, à mon sens, c'est absolument stérile. On peut l'analyser, mais ça ne nous mène à rien. Et en plus, on finit toujours dans ce type d'analyse par nier l'importance des éléments endogènes, si je puis dire, des acteurs sur place. Ça finit par être simplement le jeu des plus grandes puissances qui va importer. Et ça, on a toute la rhétorique anti-impérialiste qui est sur ce terrain-là. Et on finit par oublier justement qu'il y a aussi des acteurs agissants, il y a des classes sociales agissantes sur place. Alors, Solidarité Irak, c'est solidaritéirak tout attaché.org. C'est pas aussi alimenté qu'on le voudrait, mais les coups de main, les bonnes volontés sont les bienvenus, notamment pour les questions de traduction. Enfin, on essaie quand même de tenir à jour l'information, essentiellement sur l'Irak, pas assez sur la Syrie. Mais ça encore, ça viendra au fur et à mesure des renforts, parce que c'est pas une cause qui mobilise beaucoup.